de retour dans l'Africa Newsroom. Ils sont toujours avec nous, notre invité Daoud Attal et nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et focus sur le Gabon avec un taux général de chômage qui s'élève à 16%. Chez les jeunes, il est encore plus élevé. Le manque important de structures d'insertion de ces jeunes dans la vie active les pousse vers l'auto-emploi, une solution qui reste aujourd'hui l'alternative la plus sûre pour lutter contre le chômage, mais aussi contre le sous-emploi. Et précision avec ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Avec 200 millions d'habitants de 15 à 24 ans, l'Afrique détient la population la plus jeune au monde. Un atout dont le continent a du mal à profiter car le taux de chômage demeure également très important. Les gouvernements africains essayent de lutter contre le phénomène à divers niveaux. Sur le plan local, des organismes sont souvent créés pour venir en aide aux demandeurs d'emploi. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, est riche en pétrole, en or, en manganèse et en minerais. Mais malgré toutes ces richesses, le taux de chômage chez les jeunes dépasse les 30%. Selon les statistiques officielles, plus de 95 000 personnes vivent dans l'extrême pauvreté. C'est pour trouver une solution au phénomène que le gouvernement a mis en place l'Office national de l'emploi afin d'encourager et favoriser la création d'emplois dans le pays. Mais de façon pratique, rien ou presque n'a changé pour de nombreux demandeurs d'emploi. Trouver une place dans une entreprise, même pour des stages, relève encore du portefeuille relationnel du demandeur ou de sa famille. Romaric Obiang, un jeune commerçant de 27 ans, vend de la friperie à l'ancienne gare routière de Libreville, la capitale du Gabon. Compte tenu du taux élevé de chômage que connaît le pays, il se considère chanceux de gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins. On a compris que d'abord nous sommes Gabonais. Un, deux, c'est nous qui devons participer à la construction et l'économie du pays. Et nous maîtrisons normalement ce que c'est le commerce. C'est pour cela que nous avons décidé, vu la précarité qui est vraiment flagrante dans le pays, nous avons décidé de ne plus rester dans les quartiers. Ici, vous avez particulièrement, moi je suis chargé de la planification de l'association des jeunes commerçants gabonais du marché de Montboué. Donc je maîtrise parfaitement les problèmes qui se passent ici. Mais ce qui nous est venu, c'est parce que nous avons vu que les autres gangs arrivent à manger là-dedans, chez nous. Mais pourquoi ne pas essayer? Voilà, c'est justement pourquoi on a décidé d'exercer ce métier, parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose à gagner en fait. Et que nous ne sommes pas tous appelés à rester dans les bureaux. Gildas Mbaondo, technicien en pont et chaussée, vit la même réalité dans son nouveau secteur d'activité. Il est chargeur de taxi, une occupation qu'il partage avec ceux qui n'ont aucune qualification et les expatriés à la recherche d'un Eldorado au Gabon. Aider les usagers à embarquer à bord d'un taxi pour la bonne destination en contrepartie d'une pièce de 100 francs CFA, c'est ce à quoi consiste le travail de chargeur de taxi à Libreville. À la fin de la journée, chaque chargeur rentre avec un minimum de 20 000 francs CFA dans les poches. On s'en sort. Après, ça va crier sur le soleil, il va sérieux. Il faut crier sérieux, 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 il te donne 100 francs. Et les 100 francs là, toute une journée, je vous dis que monsieur, on s'en sort là. Je loue une maison avec le changement là. On arrive à survivre avec le métier de chargeur. Mais j'attire bien l'attention du président de la République et l'attention du Premier ministre, monsieur Nassine Daniel Onondo. Ils doivent trouver le travail pour tous les Gabonais. Parce que chargeur, je ne veux pas prendre la retraite étant chargeur. La politique mise en œuvre depuis plusieurs années dans le domaine de l'emploi est vivement critiquée au Gabon. Toute chose qui justifie également la difficulté du ministère gabonais de l'emploi et toutes ses composantes à communiquer sur la question. Les statistiques sur le chômage en 2011 soulignent que 67% de ces demandeurs sont des hommes. 94% sont généralement célibataires et ils ont entre 25 et 34 ans. Aujourd'hui à Libreville, l'alternative sûre pour les étudiants de trouver des stages rémunérés reste sans aucun doute les petits métiers. Vous savez que l'être humain n'est pas satisfait entièrement. Bon, avec le peu qu'on se débrouille avec, ça nous donne quand même l'accès de pouvoir vivre et pouvoir un peu payer certains de nos fascicules. Comme je suis étudiant, et ça nous aide quand même à avoir de résoudre certains petits besoins.
Au Cameroun, voisin du Gabon, des stratégies claires sont mises en place pour lutter efficacement contre le chômage, malgré un taux estimé à environ 13% selon les statistiques officielles. Le taux de sous-emploi, quant à lui, avoisine les 70%. Au fur et à mesure, ces entreprises s'installent, elles ont besoin de personnel. C'est le cas de la société Cameroon and Korean Incorporation, qui est chargée du diamant de Mbilon, et c'est le cas de la Sugar Mills, qui est une entreprise camerounaise qui vient créer une unité de fabrication de sucre dans la région de l'Est. Ces deux entreprises ont signé une convention avec nous qui consiste en quoi? Qui consiste simplement à ce que le personnel dont ils ont besoin, c'est le Fonds national de l'emploi qui va le leur fournir. En Afrique de l'Ouest, au Bénin notamment, la nouvelle stratégie du gouvernement vise à créer 244 000 emplois dans les 3 années à venir. Une solution qui vise à favoriser l'insertion de nombreux jeunes sans emploi. Le chef de l'État a mis sur pied un groupe de travail pour lui proposer des mesures. Et les travaux de ce groupe ont permis d'identifier la possibilité de créer sur les 3 années à venir au moins 244 000 emplois. Et il faut préciser ceci que pour chaque emploi créé, chaque emploi direct créé, nous avons la possibilité de créer 2 à 3 emplois indirects. Aujourd'hui, la majorité des pays africains mettent des stratégies en œuvre pour promouvoir l'auto-emploi. Une alternative sûre et une dynamique qui devrait se généraliser et permettre à l'Afrique de faire face de façon efficace au chômage des jeunes. Selon le rapport de l'Organisation internationale du travail, en 2013, le monde comptait 75 millions de jeunes au chômage. 38 millions de ces jeunes chômeurs vivent en Afrique, un continent qui compte 200 millions d'habitants âgés de 18 à 24 ans, soit 40% de la population active. Sans perspective professionnelle, ces jeunes constituent aux yeux de l'Organisation internationale du travail une menace pour la cohésion sociale du continent. Alfred, le continent est jeune, très jeune, un potentiel que l'Afrique a du mal à exploiter. Mais en effet, Amira, je me souviens, il y a de cela quelque temps, le président Alpha Condé de Guinée, je crois dans l'Africa Forum organisé par Africa 24, avait dit une phrase tout à fait juste. La jeunesse africaine est une bombe pour l'Afrique, pour tous les pays africains, si on ne prend pas en compte justement ses besoins d'employabilité, d'emploi, parce qu'effectivement, les diplômes ne donnent pas de l'emploi, le marché de l'emploi, il n'offre pas des chances, des opportunités à la jeunesse africaine de se caser après les études, et que donc il faut effectivement des politiques nationales de l'emploi dignes de ce nom pour pouvoir permettre à ces jeunes d'entrer dans le marché du travail. Or, le reportage nous montre quoi, effectivement? L'échec de toutes ces politiques-là. C'est quand même effarant qu'il y ait 18% des jeunes au Gabon, 13% là au Maroc, au Cameroun. Et si on va un peu partout ailleurs en Afrique, on verra que les chiffres sont importants, justement, du chômage des jeunes. Je pense effectivement qu'il faut repenser autrement cette question de l'employabilité des jeunes africains. On dit souvent ici, mais écoute, il y a des métiers, de nouveaux métiers qui se créent, mais il y a des métiers aussi traditionnels où les jeunes peuvent être casés pour peu qu'on les y incite. Et puis il y a, on l'a dit, l'auto-emploi aussi, avec la question des financements, de l'accès au crédit. Donc ça fait toute une série de mesures qui peuvent être prises pour permettre d'absorber progressivement. Mais assister au déclassement comme ça des diplômés qui sont crieurs des taxis et des choses comme ça, c'est révoltant. Oui, parce que, Monsieur Tal, ce qui est dommage, c'est que de voir un jeune étudiant qui vient d'avoir sa licence ou son master et qui exerce un métier qui n'a rien à voir avec sa formation, ce n'est plus une exception. C'est ça le problème aujourd'hui. Non, c'est plus une exception, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'activité dans nos pays, finalement. Et je pense que là, beaucoup d'analystes sont d'accord pour dire que le problème, c'est qu'on a des économies de rente. Si je prends le cas du Gabon, s'il y a un pays en Afrique qui peut éventuellement atteindre le plein d'emploi en Afrique, c'est le Gabon. Un pays quand même qui est assez riche, premier ou deuxième pays en termes de revenu national, PNB par tête d'habitant.
Je pense qu'avec la Guinée équatoriale, c'est quand même... Mais par contre, qu'est-ce qu'on constate dans le cas du Gabon, très rapidement, c'est que la moitié du PIB est composée d'exportation des hydrocarbures, pétrole, etc. On ne transforme pas. L'agriculture pourrait se développer, les minerais de fer, on aurait pu faire beaucoup de choses. Et c'est pareil, que l'on aille au Sénégal ou dans d'autres pays, le Cameroun, etc., on n'a pas eu des économies qui permettent de donner du travail de façon opérationnelle à ces jeunes-là qui finalement ont fait des bonnes études et qui se retrouvent à se demander à quoi a servi leurs études. Je pense que là, c'est vraiment un gros problème. Et pour très rapidement venir sur les agences, les organismes qui accompagnent ces jeunes, c'est bien de mettre en place des politiques d'emploi avec des organismes qui les accompagnent, les demandeurs d'emploi. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le problème, c'est parce qu'ils ne savent pas chercher un emploi ou parce qu'il n'y en a pas? Donc bon, c'est une bonne chose. Mais par contre, en amont, je pense qu'il faudrait revoir les politiques pour en tout cas développer... Créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Oui. Ça me paraît important. Oui, Jean-François, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail sur le continent. Il pourrait en avoir, en tout cas. Malheureusement, il y a du travail. Il y a du travail. Nous discutons suffisamment ici autour de ce plateau du travail non formel, des activités non formelles. Il y a du travail. Il y a du travail en Afrique. Et ces jeunes-là, d'ailleurs, que nous avons vus, ils ne travaillent pas dans le secteur formel, mais ils se débrouillent dans le secteur informel. Et bien sûr qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas, c'est des politiques déterminées d'emploi. Elles sont si mauvaises, ces politiques de promotion d'emploi? Mais manifestement, regardez le reportage que nous venons de voir, nous avons des agences pour l'emploi. Déjà, restons simplement sur ça. Une agence pour l'emploi, ça sert à quoi ? Une agence pour l'emploi, c'est pas cette agence qui va définir la politique nationale. C'est un instrument pour conduire à mettre en adéquation une offre d'emploi avec des compétences, des demandes de l'autre côté. Et donc, son travail, dans un premier temps, c'est de recenser les compétences de ceux qui sont sur le marché du travail, éventuellement, si ces compétences ne sont pas en adéquation, d'organiser les formations nécessaires, de trouver les fonds, d'accompagner, etc. Quelle agence pour l'emploi en Afrique fait ça ? Et par ailleurs, de l'autre côté, il s'agit de recenser les offres, mais aussi de mener des études prospectives pour savoir, parce que les compétences ne sont pas, aujourd'hui, on n'est plus dans les temps où on pouvait, avec la même compétence, exercer une activité pendant toute la vie. Les choses évoluent, le marché bouge. Donc par conséquent, une agence pour l'emploi doit également pouvoir mener ces études prospectives pour savoir dans 15 ans, ce que nous formons aujourd'hui, qui vont arriver sur le marché dans 15 ans, quelles seront les compétences qui seront nécessaires. Quelle agence pour l'emploi le fait? Donc, et ce n'est pas la faute de ces agences-là. Elles ne sont que des instruments. Il n'y a pas de politique coordonnée qui puisse leur permettre de les mettre en œuvre et d'avoir une visibilité de mise en œuvre. Et on en revient toujours à la même chose, c'est la définition de la politique. On en revient toujours, de mon point de vue, à la même chose, au recul de l'État, et ce que je vois tout à l'heure, la manière dont on définit l'auto-emploi, ce n'est pas ça de l'auto-emploi. C'est le retrait de l'État progressivement pour le secteur privé, et maintenant on fait retomber ce qui était de la responsabilité de l'État sur qui? Sur le pauvre petit citoyen qui, lui, doit aller rechercher son boulot, son gagne-pain lui-même. Et pourquoi? Il y a une différence entre cet auto-emploi-là et l'entrepreneuriat jeune dont nous parlons ici, qui est plutôt l'avenir de l'Afrique, me semble-t-il. Vous êtes d'accord, Alfred? Il y a un abandon de l'État? En réalité, impuissance de l'État. Justement à créer un environnement qui favorise justement l'emploi des jeunes. On l'a souvent rappelé ici, effectivement, il y a cette question de l'entrepreneuriat, l'encouragement justement, le soutien à des projets innovants, à des projets compétitifs des jeunes qui sortent justement du système scolaire pour pouvoir être opérationnels, avec la question du financement de ce projet-là. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a comme une sorte d'abandon, de déshérence, au fond, qui se crée du fait, effectivement, que l'État, n'ayant pas les moyens de créer de l'emploi, puisque par le passé, on savait que l'absorption de la plupart des jeunesses était la fonction publique, et comme la fonction publique n'est pas extensible ad infinitum, donc les États ne peuvent pas
parce qu'ils n'arrivent même pas à payer les fonctionnaires qui sont déjà là, auraient pu justement créer l'environnement pour l'entreprise privée, pour le privé, qui pourrait éventuellement absorber un certain nombre justement des jeunes qui sortent de ces formations. Mais nous avons aussi suffisamment rappelé ici qu'il y a des bassins justement d'emplois possibles, pour peu que les États s'en donneraient les moyens. On évoque souvent l'agriculture ici. Quel est l'encouragement qui est fait vis-à-vis des jeunes pour justement aller retourner vers ce travail de la terre qui est justement, j'allais dire, le sel de la terre qui nourrit son homme à la fois en termes de production et puis éventuellement d'exportation. Donc c'est vraiment la faillite des États par rapport à cette question cruciale. Même l'Union africaine, on l'a entendu, mais consacrer la jeunesse. On est sorti de l'OIF il n'y a pas longtemps, mais l'Union africaine a consacré justement toute une manifestation à Dakar autour de la jeunesse africaine, mais sans lui donner les moyens justement d'arriver sur le marché de l'emploi, de créer au niveau du continent justement ces possibilités-là. Alors, Monsieur Tall, si tous les facteurs sont là pour favoriser l'emploi, est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de volonté politique? Oui, c'est sûr que la volonté politique, elle est capitale, c'est même la base, effectivement. Mais donc cette volonté publique doit justement, politique, pardon, en termes de politique publique, doit être orientée vers peut-être aussi la formalisation de ces emplois. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des emplois, mais qui ne sont pas formalisés. Et ça, c'est un manque à gagner pour tout le monde. À la fois pour ceux qui mènent ces emplois, les jeunes, dans des conditions très difficiles, et finalement, leur activité n'est pas forcément compétitive. Si je prends un exemple dans un secteur, l'artisanat, par exemple, il y a un vivier d'emplois dans l'artisanat qui est extraordinaire dans les pays africains. Par contre, c'est des produits qui ne sont pas forcément compétitifs à l'international. On va être dans sa petite boutique, on attend que les touristes arrivent pour qu'on ait... Alors qu'il y a des labels qui existent, des certifications, des choses comme ça. On aurait pu organiser en coopérative, par exemple, sectorielle, tous ces petits emplois-là, les former à être plus compétitifs et du coup, ça leur permettrait à eux-mêmes de pouvoir recréer des emplois derrière. C'est aussi ça le problème. Les organismes qui accompagnent les petites et moyennes entreprises, parfois, ça se limite à on vous fait un business plan, on peut vous faire une formation en marketing, etc. Par contre, l'approche, l'expertise sectorielle, les gens ne sont pas forcément formés là-dessus. Et je pense que ça, c'est très important de se focaliser sur ça et voilà, de formaliser les emplois et aussi l'accès au crédit. Ça, c'est un problème aussi. En Afrique de l'Ouest, il y a une loi qui est passée récemment et ça, c'est très intéressant. Avant, pour passer d'une entreprise individuelle à une SARL, il fallait 1 million de francs CFA. Il y a une loi qui est passée dans la communauté CEDEAO qui fait que c'est 100 000 francs. Par exemple, comment on peut demander à un jeune qui se débrouille pour formaliser son activité et vouloir être compétitif, voilà, de débourser 1 million, c'est quasiment tout son investissement dans son entreprise. Donc il y a des mesures comme ça. Donc c'est effectivement... C'est un bon début, mais... Voilà, c'est une question de volonté politique, tout à fait. Oui, parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, d'accord? C'est une solution pour lutter contre le chômage et le sous-emploi, mais encore faut-il que les banques prêtent à ces jeunes entreprises. On le sait qu'elles ont du mal à prêter. Mais Amira, vous avez tout à fait raison. Et en amont, d'ailleurs, encore faut-il les accompagner. Parce qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de prendre son voisin qui ne sait pas conduire, qui n'a pas passé le permis de conduire, et de le mettre au volant d'une voiture et de lui dire, bon voilà, on fonce. On fonce où? Dans le mur. Hein, on fonce où? Dans le mur. Et je pense que cette question-là de l'auto-emploi, je préfère d'ailleurs le terme entrepreneuriat que de l'auto-emploi, parce que l'emploi, ça reste quand même pour des travailleurs salariés qui sont subordonnés, dans une relation de travail subordonnée, c'est de l'entrepreneuriat. Et pour cela, on a besoin de politiques publiques d'accompagnement pour former. On est dans des environnements économiques qui sont des environnements complexes. Il faut pouvoir former les gens, les accompagner, les aider, voire même repenser l'administration à la mesure de leurs propres besoins. Et c'est, me semble-t-il, la condition pour passer du formel, de l'informel au formel. Il faut pouvoir prendre les gens dans la logique qui est la leur et les accompagner vers le formel. Et ça nécessite effectivement de la volonté politique, mais ça nécessite aussi, dans un certain nombre de cas, c'est la vision même politique qui manque. Hein. C'est pas seulement la volonté, c'est la vision aussi.
accompagnons la jeunesse. Je pense que l'Union africaine, les mots d'ordre que nous entendons ici ou là, nous attendons simplement, et les jeunes africains attendent simplement que ça soit mis en pratique et qu'on mette en place des dispositifs qui ne sont pas si coûteux que cela. Ce sont des dispositifs d'accompagnement. Il ne s'agit pas de créer de l'emploi pour des gens, ce sont des jeunes qui sont motivés pour aller vers l'emploi et qui y sont déjà d'ailleurs dans le secteur informel. Il s'agit de les accompagner. Ça ne coûte pas ce que peuvent coûter parfois certaines dépenses somptuaires dans nos pays. Vous êtes d'accord, Alfred, il y a un vrai manque d'accompagnement. On le voit avec les diplômés, mais on le voit également avec ces jeunes apprentis. On va les former, apprentissage professionnel. Au bout d'un an, ils vont avoir une formation en tissage, couture, coiffure. Mais après, ils se retrouvent au même titre que des diplômés sur le marché de l'emploi, complètement perdus. Exactement. Il manque effectivement cet effort-là pour ne pas s'arrêter uniquement à la formation ou au diplôme. C'est l'après qui compte et ça nécessite effectivement qu'en amont, on ait déjà prévu que lorsque tel stagiaire, tel apprenti sortira de sa formation, il pourra trouver de l'emploi ou créer son entreprise. Mais pour créer cette entreprise-là, on va mettre à sa disposition tout ce qu'il faut pour que justement il ne puisse pas, au moindre coup de vent, s'effondrer tout de suite. Donc, des mesures d'accompagnement post-apprentissage, post-formation, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Mais Amira, vous souleviez la question justement de l'accès au crédit, l'accès au financement. Ça, c'est effectivement les États qui doivent être derrière cela. Il ne pas financer pour financer, mais financer des projets justement qui sont dignes d'être accompagnés et de tenir dans la durée. Même par le biais de concours, on l'a vu, ces concours, voilà, jeune entrepreneur qui a une idée innovante, on va le financer. Exactement, ça n'existe pas et c'est vraiment dommage. Donc il y a toute une série d'initiatives qui peuvent être prises, qui ne coûteraient pas énormément aux États, mais par manque vraiment de volonté politique, on n'arrive pas justement à initier ces genres de politiques et c'est vraiment dommage pour l'Afrique justement et pour les jeunes Africains. Alors, Monsieur Tall, est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce qu'on peut croire que la situation va s'arranger? Oui, je pense que déjà, tout à fait. Je pense que si on a les bons hommes, les bonnes politiques publiques, parce que ce qui manque, c'est ça finalement. Parce que bon, si on n'y croit pas, autant faire disparaître l'Afrique sur la carte. C'est pas ce que nous souhaitons. Donc moi je reste confiant aussi parce qu'il y a des solutions quand même. Il y a des pays qui mettent en place des plans comme le Gabon, plan Gabon émergent. Le Sénégal a fait quelque chose de pareil, Sénégal émergent. La Côte d'Ivoire est en train de booster son économie quand même. J'espère que tout ça pourra à terme se concrétiser et se transformer en emploi pour nos jeunes Africains et moins jeunes d'ailleurs, parce que l'emploi, ça concerne tout le monde finalement. Bon, on va clore le débat sur cette note d'optimisme. Merci, Monsieur Tall. Et puis, donc, c'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'Africa News Room.